Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire avec cette question. Quelle laïcité voulons-nous? Alors que le concept cher à la France, notamment depuis la loi de 1905, est bien au cœur de tous les débats, il serait peut-être bon de se pencher à nouveau dessus. C'est ce qu'on va faire dans le Grand JT. En quoi consiste le principe de laïcité et comment résonne-t-il aujourd'hui? On en parle avec le philosophe et historien Pierre Kahn. Sensibiliser les adultes à l'écologie peut commencer dès le plus jeune âge, notamment avec des jouets éco-responsables. On vous en parle en seconde partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Loïc Landreau vous parlera d'un nouveau fléau des cours de récréation, le fameux jeu de la virgule. Mais tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour faire un point sur l'actualité. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec le bilan des actes antisémites en France, dont certains touchent des écoles. Gérald Darmanin était l'invité de France Inter ce matin. Le ministre de l'Intérieur a déploré une centaine de faits antisémites partout en France. Par exemple, hier matin, vous le voyez sur ces images, devant une synagogue de Marseille, un homme a tagué Free Palestine et Israël Apartheid. Mais Gérald Darmanin a également souligné des actes beaucoup plus graves, notamment devant certains établissements scolaires. Des croix gammées, des morts aux juifs, des appels à l'intifada contre Israël, et puis des actes plus graves, des insultes au sens physique du terme, et puis bien évidemment parfois des actes encore plus graves, des gens qui sont arrêtés avec des armes blanches à l'entrée d'une école ou d'une synagogue, un drone que nous avons vu voler avec une caméra à l'intérieur d'une cour d'un lieu cultuel juif. Et à chaque fois, puisqu'on a mis énormément de policiers et de gendarmes pour garder ces sites, on a pu interpeller une grande partie de ces personnes quand c'était physique. Combien de personnes ont été interpellées? 24 personnes ont été interpellées. Ils sont présentés évidemment à la justice. Je veux aussi dire la haine sur Internet se déchaîne, puisqu'on a plus de 2000 signalements à Pharos, ce qui objectivement pour les propos antisémites est extrêmement élevé par rapport malheureusement à la moyenne. Et se pose évidemment une question centrale, comment parler de ce conflit à l'école quand plusieurs élèves et enseignants juifs sont pris à partie et quand des cours dégénèrent en rivalité interreligieuse. Et oui, en région parisienne, de nombreux enseignants ne souhaitent pas aborder ce sujet de peur que les choses s'enveniment. C'est ce que nous rapportent nos confrères d'Europe 1 ce matin. Et la situation est clairement explosive. Thomas et Raphaël, qui sont lycéens en Île-de-France, ont vécu des tensions désormais devenues quotidiennes. On a eu un petit débat qui s'est créé, ça a commencé à hausser le ton. Il y a quand même une bagarre qui s'est créée entre des juifs et des musulmans. Ce conflit, il est même en France, en fait. Dans la classe, il y en a qui sont d'origine arabe et il y en a un, en l'occurrence, qui est juif et qui a de la famille en Israël. Il l'a fait savoir. Ceux d'origine maghrébine ont posté une story contenant des insultes et d'autres mots répréhensibles. Et notamment en classe, ils ont fait un mot en mettant « Vive la Palestine », tout ça, en voulant lui envoyer, donc ça se fait pas. Malgré tout, d'autres enseignants décident d'en parler et constatent d'abord une méconnaissance des origines de ce conflit. Beaucoup d'élèves, même au lycée, ne connaissent pas bien l'histoire du conflit israélo-palestinien, alors même que ce sujet est au programme dans le tronc commun en 3e et en terminale. Je vous propose d'écouter Sarah, 17 ans, au micro de nos confrères de France Info. Pour moi, en fait, la source du problème, c'était assez floue. Je voyais plein de personnalités publiques qu'on connaissait qui défendaient soit l'Israël, soit la Palestine. Du coup, moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux côtés aussi démarqués. Un terreau néanmoins intéressant pour certains enseignants, malgré les réticences et le contexte électrique dont on a parlé il y a un instant. Écoutez le témoignage de Benjamin Marolles. Il est professeur d'histoire-géographie dans un collège de Montreuil, en Île-de-France. Ce qui les touche énormément, c'est que c'est pour eux beaucoup un conflit entre musulmans et juifs. Bon, donc ça les interpelle parce que beaucoup de mes élèves en fait sont de confession musulmane ou sont de culture musulmane. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de leur montrer que on a des faits et qu'il faut sortir en fait de cette simple question de la religion. Factuellement, ce qui s'est déroulé, c'est du terrorisme, c'est gravissime, c'est sans précédent et donc c'est pour ça qu'on en parle en fait. Et ils le comprennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élève à un moment qui va me dire ah non mais c'est justifié en fait. Des jeunes qui sont nombreux à déclarer ne pas se sentir assez informés. Oui, ils sont de plus en plus conscients du risque de désinformation sur les réseaux sociaux et surtout de l'émotion que suscitent toutes ces images qui nous viennent en boucle. Et ils attendent de leurs professeurs une remise en perspective. C'est le constat de Michael Bertrand. Il est enseignant d'histoire-géographie, cette fois dans un lycée de Dijon.
Nos élèves sont souvent très très demandeurs parce que au-delà de l'événement actuel, c'est quand même un conflit dont ils entendent parler depuis plusieurs années et qui clairement est très très complexe. Ça donne lieu souvent à des cours qui sont très intéressants avec des élèves qui posent énormément de questions passionnantes et la plupart du temps, ils viennent chercher de l'information et ils sont pas là pour polémiquer. Et je rappelle, pour conclure, qu'hier, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a prévenu qu'il ne laissera aucun débordement passer et que les élèves reconnus coupables d'actes antisémites seront sévèrement punis. Merci Loïc pour ces informations. Alors dans ce contexte actuel d'une actualité très lourde, eh bien, nous avons voulu nous pencher spécifiquement sur le concept de laïcité, définir le principe de laïcité, ses applications et son évolution au fil de notre démocratie. Vaste sujet et surtout très complexe que va tenter de décrypter avec nous Pierre Kahn, qui est philosophe et historien, auteur du livre « Quelle laïcité voulons-nous » aux éditions des Sciences humaines. C'est tout de suite, c'est la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Pierre Kahn. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, philosophe, professeur émérite des sciences de l'éducation, auteur de « Quelle laïcité voulons-nous » aux éditions ESF, des sciences humaines. Beaucoup de choses à dire sur ce livre, très dense, formidablement intéressant. Quelle laïcité voulons-nous? Évidemment, c'est la question que l'on se pose, en tout cas qu'il faudrait se poser, évidemment, pour pouvoir comprendre dans quelle société nous sommes aujourd'hui. Revendiquer, déjà, parce que c'est une des premières phrases de votre livre, revendiquer le droit de mettre la laïcité en question et non pas de la remettre en question. Oui, c'est-à-dire de poser, à propos de la laïcité, un certain nombre de questions. Le problème, c'est que il y a un certain discours sur la laïcité qui me semble être un discours dominant et qui consiste à dire la laïcité, c'est quelque chose, de donner une définition de la laïcité. Et de telle sorte que tous ceux qui ne se rangeraient pas sous cette définition seraient en quelque sorte hors jeu, non laïque, anti-laïque, etc. Au fond, peut-être l'intention première du livre, d'où le titre d'ailleurs, « Quelle laïcité voulons-nous » C'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs approches possibles de la laïcité et il faudrait que ces approches puissent discuter, mais discuter véritablement. C'est-à-dire sans s'insulter ou sans dénier à l'autre, à l'approche adverse ou à l'approche contraire, la possibilité même de défendre un point de vue qui est aussi un point de vue qui peut se réclamer de la laïcité. Et au fond, la laïcité est l'objet, me semble-t-il, actuellement ce que j'appelle un conflit des interprétations. Il y a pas le débat actuel sur la laïcité n'oppose pas le camp laïque à un camp anti-laïque, comme c'était le cas il y a 150 ans au moment de la naissance de l'école républicaine. Le débat oppose partisans et partisans. Alors justement, oui, effectivement, le mot laïcité revient beaucoup dans les médias en ce moment, et la preuve, nous consacrons une émission aussi à cela aujourd'hui, mais toujours avec une forme de contestation, comme vous dites. C'est-à-dire que ce n'est pas des discussions qui se font ensemble pour pouvoir discuter de toute forme possible de laïcité, mais est-ce qu'on peut être à la fois, est-ce qu'on est forcément entre adhésion finalement à la laïcité et contestation de la laïcité ? Non, je crois pas. Je crois que, encore une fois, il y a plusieurs approches, plusieurs compréhensions, et contester ou discuter une approche de la laïcité, celle qui me semble actuellement dominante, en tout cas médiatiquement et politiquement, peut-être moins dans le monde universitaire, mais en tout cas médiatiquement et politiquement, remettre en cause ou discuter avec cette approche, c'est pas remettre en cause la laïcité, c'est pas un point de vue qui refuse la laïcité, c'est simplement une autre approche, et il faudrait peut-être essayer de les mettre en réel débat. Au fond, je dirais que le débat n'existe pas, d'une certaine façon. Et il peut y avoir un débat entre laïcité stricte et laïcité ouverte, ou pareil, il n'y a pas de débat? Il devrait y en avoir un. Et c'est la même chose, il devrait y en avoir un. Mais il n'y en a pas. Tous ceux qui condamnent ce qu'ils appellent la laïcité ouverte, c'est pour dire que c'est pas la vraie laïcité. Alors, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que ceux qui parlent de laïcité ouverte ont une vraie conception de la laïcité qui est assez proche de la mienne, même si, personnellement, j'hésite à employer cet adjectif. Alors justement, ça veut dire quoi, laïcité ouverte, pour tous ceux qui nous regardent?
Vous voyez que j'ai du mal parfois à répondre à la question. La laïcité ouverte, ceux qui en parlent, c'est parce que parfois, le mot laïcité ouverte, une expression, peut être employée par ceux qui s'en revendiquent. Par exemple, tout un courant de philosophie nord-américaine, canadienne, québécoise parle de laïcité ouverte pour revendiquer ce point de vue, pour revendiquer cette orientation. Mais également, l'expression laïcité ouverte peut être employée de façon péjorative comme une désignation peut-être pas infamante, mais au moins négative vis-à-vis d'un certain type de courant. Pour un certain nombre de personnes, laïcité ouverte veut dire abandon des principes. Vous voyez ce que je veux dire ? Des principes. Des principes laïques. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que les principes de la laïcité ? Oui, déjà. Et puis ensuite, est-ce que ce ne serait pas un pléonasme que de dire laïcité ouverte finalement ? Puisque s'il y a laïcité, ça veut dire ouverture au contraire, pour pouvoir justement laisser la possibilité d'exercer le culte que l'on souhaite. Mais avec les valeurs de la République. Non ? Oui, mais... Alors justement, expliquez-nous pour qu'on puisse saisir bien la différence. La question est qu'est-ce qu'on met sous le mot laïcité ? Oui. Tout le monde est d'accord pour se réclamer de la laïcité. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui se dit anti-laïque, sauf quelques hurluberlus peut-être, ou des franges extrêmement radicales de tel ou tel courant religieux. Ça c'est possible, mais à part ces exceptions, tout le monde, tous les partis politiques se réclament de la laïcité, ce qui était loin d'être le cas il y a avant-guerre, par exemple. Un courant de la droite française qui était franchement anti-laïque. Mais tout le monde ne met pas le même mot, le même sens derrière ce mot. De ce point de vue-là, il y a un enjeu, en quelque sorte, à savoir, d'où la question que vous m'aviez posée au début. Poser des questions à la laïcité, c'est essayer de préciser, et c'est le sens du livre, quelle laïcité voulons-nous ? Il y a plusieurs conceptions de la laïcité, et au fond, mon livre essaye de montrer laquelle me semble préférable. Alors, d'une certaine façon, ce que l'on appelle, parfois pour s'en revendiquer, parfois pour la moquer ou pour la refuser, celle qui me semble préférable, c'est ce qu'on appelle laïcité ouverte, même si l'adjectif ne me convient pas extraordinairement. Vous auriez choisi quel adjectif, vous ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de choisir un adjectif. Il y a à essayer de dire, voilà, quelle est mon approche de la laïcité, comment on interprète la loi de 1905. La laïcité actuellement, telle qu'elle est prônée, est-ce qu'elle est dans l'héritage de la loi de 1905 ou est-ce qu'elle correspond à un tournant par rapport à cette loi, ce qui est possible, mais il faut le dire clairement, c'est-à-dire on peut très bien, la loi de 1905, elle n'est pas fixée dans le marbre éternellement. Alors, c'est la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État, et puis il y a eu celle de 2004. Est-ce qu'il y a une vraie différence justement à apporter à celle de 2004 depuis portée par Baroin? Alors, de mon point de vue, oui, il y a une différence. De mon point de vue, plus exactement, ça correspond à, me semble-t-il, un certain tournant dans la laïcité, dans la compréhension qu'on en a. Lequel ? Parce que, avant la loi de 2004, peut-être faut-il faire un tout petit historique, si vous le permettez. Bien sûr. Les premières affaires du foulard ont éclaté en 1989. Et en 1989, donc, 3 jeunes filles d'un collège dans la région parisienne, enfin à Creil, arrivent avec le foulard, se voient refuser l'entrée par le principal du collège. Ça fait un gros tintouin médiatique. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il faut le rappeler. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, vous avez raison de le rappeler. Lionel Jospin, qui était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, devant cet émoi généralisé, décide de demander un avis au Conseil d'État. Alors c'est intéressant, parce que l'avis que donne le Conseil d'État, c'est l'avis, je cite le Conseil d'État, le port de signes religieux n'est pas incompatible avec le principe de laïcité.
Donc il y a une certaine approche là, de la laïcité. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler ouverte ou pas ouverte, simplement il dit le port des signes religieux n'est pas incompatible avec la laïcité si, par ailleurs, les élèves respectent le bon fonctionnement de l'école et s'ils jouent, si je puis dire, normalement leur métier d'élève. S'ils assistent aux cours, s'ils font les travaux qu'on leur demande, s'ils sont assidus, en soi, le signe lui-même ne peut pas être interdit. Ce qui peut être interdit, ce sont les comportements éventuels de certains élèves. Quand le Conseil d'État dit ça, le Conseil d'État, c'est un organisme juridique qui se fonde sur quoi? Sur les lois et sur la jurisprudence existante. Et une des lois qui fondamentalement justifie la position du Conseil d'État, c'est très très clairement dit dans l'avis du Conseil d'État, c'est explicitement dit, c'est la loi de 1905, dont l'article 1, je le rappelle, c'est « La République garantit la liberté de conscience, elle assure le libre exercice des cultes ». Au nom de... Voilà. Et elle ajoute... sous réserve qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Mais le signe lui-même n'est pas un trouble en lui-même, si vous voulez. Donc là, on est en 1989, Là, en 1989. Et donc, certaines interprétations de la loi de 1905. Qu'est-ce que dit la loi de 2004? Elle dit, non, il faut, en application du principe de laïcité, c'est le titre de la loi de 2004, en application du principe de laïcité, il faut interdire des signes religieux ostensibles. Et... c'est un cadre juridique qu'on va poser, donc? On va d'une certaine façon, réinterpréter la loi de 1905 dans un sens plus... comment dirais-je? J'allais dire plus rigoureux, mais non, il n'est pas plus rigoureux conceptuellement, il n'est pas plus rigoureux intellectuellement, mais dans un sens plus... dans un sens différent, puisque pour la première fois, il est clairement dit dans une loi qui se réclame du principe de la laïcité que la neutralité ne concerne pas simplement les institutions publiques ou les agents de l'État, mais concerne aussi les usagers et les individus. C'est là où est le tournant. Alors justement, vous faites allusion aux 3 jeunes femmes qui ont porté effectivement le voile à Creil en 1989. Je vais faire un bond maintenant en 2020. Une enquête IFOP Charlie Hebdo a été publiée en septembre 2020. À la question « Faites-vous passer vos convictions religieuses avant les valeurs de la République ?» 75% des Français musulmans de moins de 25 ans ont répondu par l'affirmative. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant le pourcentage ni la réponse, mais plutôt la question posée qui présuppose la réponse, ou du moins qui l'anticipe. Oui, alors il y aurait beaucoup à dire sur cette question. D'abord, si on réfléchit au sens de la loi de 1905, justement, la République garantit la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça signifie, cette loi? Ça veut dire justement qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre les lois de la République et les croyances personnelles. Donc la question déjà qui consiste à se demander si une croyance personnelle, les lois de Dieu, sont au-dessus ou en dessous, ça n'a littéralement aucun sens, puisque la loi précisément dit qu'ils ne sont pas en concurrence. Vous comprenez bien que pour un croyant, dont le sens de la vie est déterminé par sa croyance, il n'y a rien qui est au-dessus des lois de la religion. Les lois de la République, c'est autre chose. Les lois de la République, c'est un cadre qu'il faut respecter. Les lois de la République, c'est pas une conception du monde. Alors, une croyance, c'est une conception du monde. Les individus donnent un sens à leur existence en fonction de conceptions du monde qui sont les leurs et qui sont évidemment différentes selon les individus. Et la laïcité garantit la coexistence et la pluralité de ces différentes conceptions du monde. Mais les lois de la République, elles sont un cadre juridique qui concerne absolument tout le monde. On n'a pas à aimer les lois de la République, on a à les respecter, on n'a pas à les aimer. Alors qu'un croyant peut aimer Dieu, c'est pas voilà. Donc je pense effectivement, c'est ce que j'essaye de montrer, en tout cas au début du livre, que poser une question comme cela destinée à une population particulière qui est la population musulmane relève d'un certain soupçon, d'une certaine façon, de déloyauté civique. Et que, comme je l'ai dit, ce n'est pas le soupçon ne naît pas de l'enquête, c'est plutôt l'enquête qui naît du soupçon. Et donc, qui amène aussi à une fabrication de l'opinion. Et c'est ce que vous expliquez aussi dans le livre.
C'est-à-dire que dès l'instant que la question est posée, et dès l'instant qu'on la pose quand même très souvent, d'une certaine façon, il n'y a pas que l'enquête de Charlie Hebdo, on persuade effectivement l'opinion publique que la question mérite d'être posée. Donc on crée un problème d'une certaine façon. C'est ça. Vous dites même que Pierre Bourdieu lui-même soutenait la thèse selon laquelle, évidemment, les sondages fabriquent plus qu'ils ne reflètent l'opinion publique. Oui. Dans un article ancien, il date des années 70, qui s'appelle de façon assez percutante, l'opinion publique n'existe pas. Il faut entendre, l'opinion publique ne préexiste pas aux différentes manières qu'on a d'essayer de la construire et de mettre en évidence. Voilà, c'est pourquoi aller demander. Moi, j'ai toujours trouvé extraordinairement curieux qu'on demande à des gens si les lois de la République sont au-dessus de quelque chose. C'est faire des lois de la République ce qu'elles ne sont pas. C'est en faire une conception du bien, c'est en faire une philosophie, c'est en faire un sens de l'existence. C'est très intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment, alors je serais mal placée pour le dire, mais je vais quand même le dire, à la fois avec le journalisme existant, ou ce qu'on peut voir dans les médias, les réseaux sociaux surtout, parce que évidemment il y a beaucoup à apprendre, mais il y a beaucoup à laisser. Est-ce que c'est pas cette manipulation, ce mécanisme que l'on voit beaucoup aujourd'hui, cette manipulation permanente de l'information par des questions qui sont posées et qui présupposent des interrogations ou des thèses qui seraient pas logiques. Je ne sais pas s'il y a manipulation. Je ne pense pas qu'il y ait d'intention maligne derrière. Hein. Je ne fais pas du tout ce procès d'intention-là. Je pense que l'enquête a été commandée par Charlie Hebdo et par la Fondation Jean Jaurès, et notamment par Yanis Roder, qui est le directeur de l'Observatoire de la laïcité à la Fondation Jean Jaurès. Je pense qu'il est réellement inquiet, hein, mais je veux dire que il faudrait. J'invite à interroger la légitimité de cette inquiétude. Voilà, j'invite à interroger la légitimité de cette inquiétude. On parlait justement du port de tenue religieuse, enfin ostentatoire religieuse à l'école. Évidemment, il y a eu tout ce débat autour de l'abaya et des tenues religieuses. Vous dites, je me demande quelle compréhension il faut avoir du principe de laïcité pour juger que la façon pour les femmes de s'habiller ou de se déshabiller peut le contredire. Est-ce que ce sont souvent les femmes finalement qui sont l'illustration des débats sur la laïcité ? Le fait est que la plupart ce que vous appelez des débats, d'ailleurs pour moi il n'y a pas de débat, il y a une espèce de, justement, je le regrette, c'est qu'il y a, en tout cas, que ceux qui essayent de contester, comme moi je le fais modestement, sont extrêmement peu audibles d'une certaine façon. Hein. Alors ils sont audibles, encore une fois, dans le monde universitaire, où ils ont une certaine légitimité, mais ailleurs, vous l'êtes ici en tout cas. Je vous en remercie beaucoup, hein, c'est, vraiment. Maintenant, c'est vrai, on est bien forcé de constater que ces problèmes concernent d'abord une certaine religion et certaines personnes précises dans cette religion, à savoir certaines femmes adeptes de cette religion. Il y a là quelque chose effectivement qui doit qui peut être remarqué, qui peut être interrogé. C'est-à-dire que le problème, au fond, et c'était quelque chose qui était dès le début au cœur de la discussion, s'il y a eu une discussion sur le foulard dans les années 89, c'est est-ce que l'État, la puissance publique, l'école publique peut décider pour les individus du sens de leur comportement et notamment de leur comportement vestimentaire. Et très très clairement, le Conseil d'État en 89 répond non. Et qu'est-ce qu'il interdit ? C'est la laïcité, dit le Conseil d'État. Hein ? Alors comment on en arrive là aujourd'hui ? 89, c'était hier. Il me semble qu'il y a eu depuis 89. Alors,
il y a eu progressivement, alors avec 2004, la loi sur les signes religieux. Oui. Après, il y a eu toute la tentative aussi d'interdire aux mères accompagnatrices d'afficher leur appartenance religieuse si elles arrivaient avec un foulard. Il y a maintenant la question de l'abaya. C'est-à-dire qu'on assiste, au fond, à propos de cette question-là, et de façon un peu, entre guillemets, hystérique, si vous voulez, ou tout au moins obsessionnelle, même si ce n'est pas la même catégorie psychopathologique. Voilà. Mais on arrive à... ce que certains de mes collègues appellent un tournant sécuritaire de la laïcité, qui tend de moins en moins à être compris comme un principe libéral au sens des libertés politiques, ce qu'il était originellement, encore une fois. L'article 1 de la loi de 1905, c'est « La République assure la liberté de conscience », et qui est de plus en plus interprété comme l'expression d'un code de conduite. Ou comme une contrainte même. Ou comme une contrainte, tout au moins un code de conduite. Rien à voir effectivement, mais en même temps ça a tout à voir, mais c'est beaucoup plus large et je me précipite parce qu'on a très peu de temps. Est-ce que la laïcité est forcément inscrite dans le processus de démocratisation d'une nation? Est-ce que la laïcité va forcément avec la démocratie? Il faut distinguer, me semble-t-il, le concept de laïcité et les formes institutionnelles de la laïcité. Le concept de laïcité est un concept très général. Et à ce concept peut convenir plusieurs formes. Et je pense effectivement que à peu près toutes les démocraties, d'une certaine façon, sont conduites de par la logique même de la dynamique démocratique elle-même, et des principes démocratiques qui structurent les sociétés en question, sont conduites à certaines formes de laïcité. Et notamment, moi je ne connais pas de démocratie qui n'arrive pas, alors de façon assez institutionnellement différente d'un pays à l'autre, mais à séparer la citoyenneté de l'appartenance religieuse. Dans toutes les démocraties, la citoyenneté, dans aucune démocratie, la citoyenneté n'est dépendante de l'appartenance religieuse. Et ça, c'est le principe général de la laïcité. Et citoyen, un membre de la communauté nationale, quelles que soient par ailleurs ses convictions religieuses ou non religieuses, ou ses convictions philosophiques, ou son absence complète de religion. En ce sens, je dirais que oui, il y a des formes de laïcité dans à peu près toutes les démocraties. Alors plus ou moins réalisées, plus ou moins... Alors qui peuvent être parfois compatibles avec aussi des reconnaissances dans certains États de religion établie, de religion officielle, comme en Grande-Bretagne par exemple. Bien sûr. Mais enfin, même en Grande-Bretagne, les citoyens ne sont pas déterminés par leur appartenance religieuse et quelle que soit sa confession religieuse. Bien au contraire d'ailleurs. On a exactement les mêmes droits que les autres. Donc en ce sens, il y a quelque chose qui ressemble bien à la laïcité d'une certaine façon. Pierre Kahn, j'aimerais discuter encore des heures avec vous, évidemment. Je vous conseille vivement de lire le livre « Quelle laïcité voulons-nous » paru aux éditions ESF. Pierre Kahn, merci mille fois d'avoir été avec nous pour tenter de comprendre au mieux les interrogations autour de la laïcité aujourd'hui et justement peut-être s'y plonger davantage et y réfléchir encore et encore. Merci à vous. Et oui, c'est un sujet qui mérite vraiment beaucoup de réflexion. Plus que l'on a en général. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne.
En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation. La nouvelle génération s'investit de plus en plus dans la sauvegarde de l'environnement. Alors pour que cela perdure, il faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l'écologie. Les jouets chlorophylle de l'entreprise Vully sont là pour ça. Je suis ravie d'accueillir pour en discuter Stéphanie Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de Vully. Alors, tous vos jouets font partie de l'univers de la nature et des animaux. Est-ce que vous pensez que l'éveil à la nature, dès le plus jeune âge, a un impact sur les enfants plus tard ? Oui, puisqu'en fait, il faut les sensibiliser tout petits à travers le jeu pour pouvoir leur faire découvrir en fait ce qu'est cette merveille de la nature. Et c'est pour cela que nous avons développé autour d'une nouvelle collection chlorophylle des jouets où des petits personnages qui s'adressent à des enfants dès 18 mois vivent au milieu de cette belle nature et leur font découvrir en fait en quoi elle est merveilleuse, il faut la protéger et elle est magique. Alors pourquoi 18 mois, pas avant ni après ? Alors 18 mois, c'est l'âge à laquelle les enfants commencent à prendre quand même conscience de ce qui les entoure. Plus jeunes, c'est difficile. Donc dès 18 mois, ils vont commencer à jouer avec des petits univers de jeu pour reproduire un peu la scène de leur quotidien qu'ils peuvent vivre à la maison ou à l'extérieur, justement dans la nature. Et ils vont commencer à s'imaginer des choses, à se raconter des histoires. Donc c'est pour ça à partir de 18 mois. Et puis jusqu'à 3 ans, nos jouets sont destinés jusqu'à même jouer jusqu'à 6 ans avec. Alors évidemment, des jouets donc destinés effectivement à parler, à être en symbiose avec la nature et les animaux, mais qui, j'imagine aussi, sont faits à partir de matériaux recyclés ? Alors, pas pour le moment. Pour le moment, ils sont fabriqués à partir de plastique pour la simple bonne raison que les matériaux qui sont recyclés ou les bioplastiques, on en utilise pour d'autres produits de nos collections, plus pour la marque Sophie la girafe, mais sont avec moins de manipulation ou de fonctions techniques et ces matières sont parfois un peu plus fragiles. Donc pour des enfants qui vont jouer avec des véhicules, des petits univers, qui vont beaucoup les manipuler, les transporter, peut-être
peut-être les laisser tomber. On préfère avoir plus de résistance, mais on travaille dans tous les cas sur l'utilisation quand même et l'étude de réutiliser des matériaux. Pour le moment, ça ne l'est pas le cas pour Chlorophylle. Voilà. Sur d'autres produits, nous l'avons, mais pas pour Chlorophylle. Alors, Chlorophylle ne fait pas que des jouets, hein. Il y a aussi des comptines, des podcasts, des lives disponibles sur YouTube. Tout cela, j'imagine, a une visée pédagogique. Complètement. En fait, nos petits univers de la marque Chlorophylle, plus que des jouets, on a voulu en fait emmener un véritable concept ludo-éducatif autour de ces jouets pour aller plus loin justement sur la sensibilisation à l'éveil et à la préservation de cette nature. Donc, on a créé des petits Chlorolive avec des spécialistes durant lesquels les parents ou les enfants peuvent apprendre à créer une petite toupie avec des glands ou à faire une palette de couleurs avec des feuilles de couleurs différentes que l'on retrouve dans la nature. Où elle à comprendre comment vivent les fourmis. Donc c'est vraiment grâce à ces petits supports qu'on va au-delà du jouet, en fait, au-delà du petit jeu où on s'invente plein d'histoires, on fait passer des messages à travers ces Chlorolive ou les petites comptines pour apprendre à compter ou des petites vidéos également. On a même des podcasts, voilà, pour raconter des histoires, donc pour occuper les enfants ou les divertir sur la thématique de la nature. Et justement, vous comptez beaucoup sur les parents parce qu'à 18 mois, on a beau jouer avec des petits bonhommes pour être sensibilisés à la nature, on n'est pas encore structuré mentalement pour comprendre tout ce qui nous entoure. Donc je suppose que vous ciblez aussi les parents pour qu'ils soient des relais de tous ces messages-là. Bien sûr, puisqu'à 18 mois, un enfant, il est encore même trop petit pour choisir son jouet réellement. Il va commencer à choisir les jouets quand il va rentrer à l'école. Donc nous, on s'adresse vraiment aux parents, aux grands-parents, enfin à toutes les personnes qui vont offrir des jouets. Et on sait de toute manière que les parents sont aussi très sensibles à cette problématique, sont très demandeurs aussi d'avoir des supports pour accompagner les jouets. Donc des podcasts typiquement ou les Chlorolive, ils sont très sensibles à ce genre de support, tout à fait. Alors Vully, c'est aussi le créateur de Sophie la girafe, hein, qui est quand même un des jouets phares, évidemment, chez tous les enfants. En quoi Sophie est toujours aussi populaire, marche toujours aussi bien ? Alors, notre Sophie la girafe, donc elle qui est en 100% en caoutchouc naturel, donc matière complètement naturelle, alors elle est toujours appréciée parce qu'en fait, c'est un jouet qui est incomparable. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. On sait que ce jouet, c'est le seul jouet qui va éveiller les 5 sens d'un bébé dès l'âge de 3 mois de façon simultanée, de par sa forme pour l'appréhension, de par ses taches sur le corps contrastées que l'enfant va pouvoir distinguer facilement, son petit poète-poète qui va stimuler son ouïe, l'odorat puisque c'est une matière en fait qui est avec une odeur très agréable, naturelle et pas du tout chimique, et donc quand on la met dans les mains des enfants, c'est l'enfant le bébé, puisque là du coup c'est à partir de 3 mois que l'enfant va pouvoir saisir Sophie la girafe. D'ailleurs c'est un des premiers jouets qu'il va pouvoir saisir, puisqu'avec son grand cou et ses grandes pattes, alors qu'il n'a pas des mouvements qui sont très précis, il va réussir à la saisir facilement. Et on se rend compte que c'est le bébé qui l'a choisi. Et puis quand une génération de bébés a fait ses dents sur Sophie, parce qu'elle a aussi la fonction de soulager les bébés lors des poussées dentaires, une deuxième génération va l'acheter. Et maintenant on a la 3e génération, puisqu'en fait elle a eu elle a 62 ans, notre Sophie. Oui, alors je vous disais 62 ans, c'est quand même un succès fou, 62 ans pour Sophie la girafe. Est-ce que lorsque on parle de jouets créés pour les plus petits, est-ce qu'il y a des choses prédéfinies au départ qui sont essentielles dans la manière dont vous pensez les jouets chez Vully ? Alors oui, si on reparle de Chlorophylle par exemple, on a capitalisé autour en fait de valeurs qui sont des valeurs universelles, qui parlent à tout le monde, à savoir la famille. Donc on voulait absolument que ces petits jeux représentent des familles. Donc là, c'est des familles de petits animaux, mais ça aurait pu être avant, on avait des familles de petits humains, la nature, qui est une valeur universelle
tout le monde, à qui de plus en plus d'ailleurs sera une valeur ou un concept de plus en plus important dans le quotidien de chacun. Et puis nous, on a rajouté aussi la magie, puisqu'on a développé cette gamme chlorophylle autour d'un produit qui est emblématique, qui lui va avoir 50 ans en 2025, qui est l'arbre des chlorophylles, et qui est magique dans le fait que c'est un arbre qui s'ouvre quand on appuie dessus, qui pop, et dans lequel on va pouvoir s'inventer plein d'histoires grâce à cette arbre qui s'ouvre. Donc, on a fait attention à retrouver ce côté pop, ce côté magique que les enfants aiment. Ils aiment être surpris par des petites fonctions dans tous nos produits. On fait aussi très attention à bien adapter nos produits à la tranche d'âge. Donc, par exemple, sur Chlorophylle, nos personnages, quand les bébés de 18 mois qui sont pas très habiles vont jouer, ils ont tous des petits plots pour fixer leur personnage. Ce qui fait que s'ils se déplacent avec le jouet dans la maison, parce qu'on a des véhicules, les personnages vont rester bien en place. Ils sont très frustrés, par exemple, de déplacer une voiture, ces personnages tombent. Ils vont sans arrêt vouloir le remettre. Donc un enfant qui va avoir 3 ans, 4 ans, voilà, il comprend. Un enfant de 18 mois, ça va un peu l'agacer. Alors certes, ça va lui apprendre la notion d'équilibre, mais pour jouer et s'inventer, c'est des choses où on fait attention de bien adapter en effet le produit à la tranche d'âge. Et puis, comme on le disait au départ, nous, notre fonction, c'est vraiment de stimuler l'imagination, que l'enfant vraiment... s'inventent des histoires, donc il n'y a pas d'électronique. On veille aussi à avoir des jouets qui peuvent être utilisés par à la fois les petites filles, les petits garçons, donc des jouets mixtes. Nos jouets peuvent... voilà, et puis de jouer ensemble. Donc c'est vrai que nos playsets, ils sont ronds, ils ont des activités derrière, devant, de côté, et donc ces petits univers, que ce soit l'arme magique, que ce soit le camping-car, que ce soit l'école de chlorophylle, on peut jouer à plusieurs. Donc on encourage à jouer avec le grand frère, la grande sœur ou les copains. D'accord. Écoutez, on a bien compris effectivement l'univers de Vully. Merci beaucoup Stéphanie Arnaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale adjointe de Vully et donc un grand bravo à tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci. On va retrouver la chronique que tout le monde attend, celle de Loïc Landreau. Loïc, vous tirez régulièrement le signal d'alarme pour nous alerter sur les dérives des réseaux sociaux, et nombreuses sont-elles. En voici une autre, affreuse, terrible, le jeu de la virgule. Oui, je vous promets que pour les prochaines chroniques, je vais essayer de trouver des tendances positives. Le seul problème, c'est que c'est pas vraiment ce qui pullule sur les réseaux sociaux. Oui, puis les trains qui arrivent à l'heure, on sait que ça n'intéresse pas. Voilà, on est plutôt sur de la bêtise humaine à large échelle. Et là, avec le jeu de la virgule, qui est un défi sur TikTok, on a déjà des dizaines de jeunes qui ont fini aux urgences ces dernières semaines pour de graves blessures au cervical. Donc je crois qu'il était temps qu'on en parle ici. Alors expliquez-nous ce qu'est ce fameux jeu qui en fait n'en est pas un. Exactement. Je vous propose de le découvrir en images, ce sera beaucoup plus parlant. Attention néanmoins, certaines images peuvent être un peu choquantes. Alors c'est effectivement extrêmement dangereux pour les cervicales, on le sait, mais ça vient d'où ce challenge? Alors c'est l'héritier d'une autre tendance des réseaux qui s'appelle le Who's Day et qui faisait fureur en 2014-2015. Ça consistait à danser et à chanter avant de donner une tape sur le crâne de quelqu'un. Regardez. Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Il va graillant. Il va graillant. Oui. Voilà, le jeu de la virgule reprend donc ce principe-là et il s'appelle virgule pour faire référence en fait à un geste technique au football qui est très connu. On va en regarder quelques images. Ça consiste à feinter son adversaire en orientant le ballon avec l'extérieur du pied et tout de suite après avec l'intérieur. On le voit bien là. Et souvent en fait, il y a un petit côté humiliant pour le défenseur qui se fait passer comme ça. C'est un peu comme si on lui cassait le cou en quelque sorte, puisqu'il est dans une espèce de gauche-droite très très rapide. Voilà. Sauf que là, avec la nuque, les risques sont importants. Les conséquences peuvent être terribles. Ça va de la torsion des cervicales et des vertèbres à la tendinite, en passant par la luxation, et ça peut aller, écoutez bien, jusqu'à un sectionnement de la moelle épinière, donc à la paralysie. Il faut savoir que c'est en plus un endroit où passent tous les nerfs qui descendent du cerveau, donc ça peut avoir des conséquences terribles. Et depuis quand cette fameuse tendance
violence gangrène les écoles alors? On en a vraiment entendu parler quelques jours après la rentrée de septembre. C'est la mère d'un collégien des Landes qui a lancé l'alerte de façon un peu plus médiatique. Mais certains parents disent y avoir été confrontés déjà pendant l'année scolaire 2022-2023. Disons que ça s'est fortement accéléré ces dernières semaines. Fin septembre, une lycéenne a été hospitalisée dans le Var après avoir été victime de cette agression. Début octobre, dans le Morbihan, un collégien de 11 ans avait subi 5 fois le jeu de la virgule et il s'est plaint de douleurs cervicales à ses parents. Il a dû porter une minerve pendant 10 jours et son principal harceleur a été exclu. Voilà quelques exemples parmi les dizaines de cas de blessures recensés ces derniers mois. Vous dites que le harceleur a été exclu, ça veut donc dire que les chefs d'établissement réagissent? En tout cas, ils sont de plus en plus alertes, ça c'est vrai. Les rectorats, les académies où des élèves ont eu ce type de problème ont envoyé des fiches actions aux établissements pour leur donner un petit peu des clés pour comprendre et pour intervenir. Il y a même des groupes Facebook de parents d'élèves qui s'en font l'écho dans la France entière en partageant des articles ou des vidéos là-dessus. Mais voilà, ce ne sont que quelques-uns pour des centaines, des milliers de vidéos qui sont publiées sur TikTok. Et surtout, il faut faire attention parce que ce jeu-là répété sur une personne peut être le signe d'un harcèlement scolaire beaucoup plus profond. Donc il faut en parler avec vos enfants pour savoir déjà s'ils en ont été victimes. C'est très important. Dans ce cas-là, vous alertez immédiatement bien sûr la direction de l'établissement. Vous attendez même pas. Ou bien si eux-mêmes y jouent et l'ont déjà fait à leurs camarades. C'est pas aussi pire, mais presque. Donc là aussi, il faut vraiment les sensibiliser parce qu'ils peuvent laisser un de leurs camarades paralysés. Et là, la vie du camarade et de votre enfant sera foutue pour les deux. Donc voilà. Essayez d'en parler avec eux, c'est déjà un premier pas. Et vous vouliez nous parler d'un autre challenge tout aussi idiot, c'est le challenge des cicatrices. Complètement idiot. Qu'est-ce que c'est que ça? Complètement idiot. Regardez. Je sais pas combien de temps t'auras ça. Je me suis battu. Alors là, le jeu, la tendance, de tout ce sur quoi s'extasient les jeunes, c'est de se pincer en fait la joue très fort et de tourner d'un coup comme ça. Et en fait, ça fait quoi? Ça vient casser la peau et les vaisseaux sanguins qui sont en dessous et ça fait des fausses cicatrices. Sauf que ça fait des millions de vues, ça sur TikTok, c'est en tendance, etc. Sauf que ça peut provoquer des angiomes qui persistent sur la peau sur plusieurs mois, voire plusieurs années et parfois même il faut une intervention au laser pour enlever ces cicatrices-là. Donc là encore, quand on est ado aujourd'hui et qu'on a envie de faire des vues, on fait vraiment des choses très très bêtes. Ça peut être dangereux et donc si vous voyez une cicatrice comme ça sur le visage de votre ado, posez-lui la question si c'est pas une tendance TikTok à la con. Oui, non, parlez-en avec eux, effectivement. On pense, pardonnez-nous pour le mot, oui. Mais franchement, c'est. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Merci Loïc. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, eh bien, son invité est le vidéaste et historien Yann Toucourt. On va parler de ta profession. Oui. Est-ce que déjà, il y avait un autre métier qui te faisait rêver ? En plein. Moi, le premier métier que je voulais faire, et je ne désespère pas, j'ai goûté au théâtre très, très jeune. Et voilà, comédien de théâtre, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai d'ailleurs, tu vois, à partir de mes 30 ans, j'ai enchaîné des tournages dans la région toulousaine, des courts-métrages, des moyens-métrages. Je me suis aussi lancé dans l'écriture de stand-up fin 2019 et j'avais des premières scènes qui étaient prévues. Je te donne une date au pif, le 10 mars 2020. Et le 10 mars 2020, Emmanuel Macron annonce le confinement. Peut-être qu'il savait que j'allais monter sur scène, il s'est dit c'est une mauvaise idée, on va confiner tout le monde. Je pense, oui, c'était que pour toi. J'ai fait quand même des scènes à la fin de l'année, mais le deuxième confinement arrivant... Et puis mais tu racontais quoi sur scène ? C'était de l'humour très acerbe, très noir, très... ouais, c'était un peu trash. Et ça, t'as laissé tomber ? Écoute, je devais passer sur scène, ça a été annulé. J'ai fait une scène, ça s'est super bien passé. Et une semaine plus tard, reconfinement, ça m'a un peu coupé les ailes. Et au même moment, la proposition du livre arrive. Et il y a un moment donné où il faut faire des choix. Alors par contre, j'ai pas abandonné, je te le pique 2 secondes, mais j'ai pas abandonné. Je crois que tu veux pas me le laisser. Je vais te le donner, mais j'en ai profité, j'ai injecté ça dans le livre. Il y a plein de blagues. Voilà, il y a plein de petites blagues que j'ai essayé de ciseler au mieux, tu vois, de pas mettre des blagounettes pour faire la blague, mais vraiment d'être toujours sur quelque chose d'un peu travaillé. Voilà, donc j'en ai profité, j'ai injecté ça là-dedans. Et à quel moment tu dis, c'est sûr, tiens, je vais être prof d'histoire ? Donc,
D'abord, en fait, je me lance dans les études d'histoire parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Je me lance d'abord dans la recherche et alors là, c'est la révélation et ça se passe extrêmement bien à l'université de Nice et je publie des premiers articles dès ma première année de master. Enfin, ça n'arrive pas souvent, quoi. Donc vraiment un régal, un délice. Et au même moment, on a un module de didactique et on doit faire un stage en établissement scolaire. Et puis ma maîtresse de stage me dit tiens, si tu veux faire un cours, vas-y. Et je fais un cours et j'en sors et je me dis. En fait, au final, tu as un public, toi, qui a envie d'être regardé. Ah, mais l'enseignement, c'est ça. Hein. Alors, on nous demande aussi, bien sûr, de faire en sorte que l'élève soit acteur de son propre savoir, mais il y a une part d'incarnation. Et notamment en histoire, il y a quand même une large part de récit. Et on n'a plus l'estrade. Mais oui, il y a des moments de cours où l'enseignant est un peu sur scène. Et il faut amener les élèves dans l'époque pour arriver aussi à les sortir de leur présupposés, du contexte là de très 2023. Et le rôle de l'enseignant d'histoire, c'est aussi de vraiment, véritablement les faire voyager, y compris mentalement dans ces époques. Et on l'a dit, tu n'es pas seulement prof d'histoire, tu es aussi créateur de contenu. C'est une aventure qui a commencé il y a 10 ans, c'est ça à peu près ? Avec un projet. Le projet Frédéric B. Alors là, j'étais pas vidéaste. Oui, alors un projet pédagogique. On a reçu un message du ministère de l'Éducation qui demandait aux professeurs d'histoire de réfléchir à des projets pédagogiques dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Ouais. Et là, je me suis dit, allez, essayer de trouver une idée un peu originale. Et je me suis inspiré d'un projet antérieur qui s'appelait le projet Léon Vivien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple. J'ai cherché un carnet de guerre dense d'un authentique soldat de 14-18, qui couvrait les 4 années du conflit, mais qui n'avait jamais été édité. Voilà. J'en ai trouvé un, ça m'a pris 6 mois, je me suis rapproché des ayants droit. Ils m'ont... voilà. Et pendant 4 ans, il y a 4 générations d'élèves qui ont tourné, on se retrouvait toutes les semaines. Je leur apportais un extrait des carnets qui correspondait à une semaine d'écriture. Donc ils découvraient en temps réel le destin de ce Frédéric B. Et on programmait des tweets. Voilà. Et donc Frédéric B a 100 ans d'écart par l'intermédiaire de ses élèves, avec des illustrations patiemment choisies. Je les ai appris à se documenter visuellement. C'est un travail que j'ai repris derrière dans le livre pour être le plus juste possible. Les élèves ont fait parler Frédéric B parfois à l'heure près, au jour près, à l'heure près, pendant 4 années. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'opportunité d'écrire ce livre, je me suis dit que parmi les 12 individus, il allait être dedans. Et il est dedans et on parle du projet dedans. À la fin, les élèves sont dessinés d'ailleurs. Et c'est ce projet qui t'a donné envie de te lancer ? Dans le livre ? Non, sur les réseaux. Non, vraiment non. Et puis là, c'était anonyme, tu vois. C'était Frédéric B qui était mis en avant. Il n'y avait pas de... Oui, mais alors à quel moment vient le déclic ? Le déclic, il vient fin 2019 parce que, oui, je me crois à l'époque encore un peu dans le coup et un peu connecté. Et puis, j'entends parler de ByteDance qui vient de devenir TikTok. Alors moi, ça me dépasse et tout ce que j'en entends, je me dis, ça, vraiment jamais, quoi. Et oui, la preuve. Oui, c'est ça. Mais on a eu une discussion avec des élèves en off après à la sortie d'un cours. Et puis des élèves me disent, mais monsieur, en fait, c'est parce que vous êtes trop vieux. Et ça m'a piqué. Donc je me suis dit, allez, je vais peut-être pas devenir tout de suite un vieux con. J'ai installé l'appli. J'ai fait une vidéo à l'arrache en expliquant que j'étais prof et que mes élèves pensaient que c'était pas fait pour moi. Et la vidéo a explosé. Et ensuite, j'ai quasiment rien fait. Et puis le confinement est arrivé. C'est en fait le confinement qui m'a fait me dire, allez, il y a une opportunité. J'ai pris 10 000 abonnés comme ça, je sais pas trop d'où. Faisons du contenu pédagogique. Je savais que des élèves un peu désœuvrés passaient beaucoup de temps dessus. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi offrir un contenu un peu différent ? Donc pendant le confinement, tout s'accélère. Oui, et TikTok notamment à ce moment-là cherche à montrer que la plateforme peut proposer autre chose que les chorégraphies, etc. Et je ne sais pas comment, mais bon, il me repère et il me demande si je peux faire de temps en temps des lives officiels, non rémunérés. TikTok te demande. Oui. Alors maintenant, je suis en lien régulier avec les équipes. Et donc, il me sollicite. Et donc, je fais régulièrement des lives. Et ça veut dire que quand je passe live à ce moment-là, pratiquement, je crois qu'à ce moment-là, c'était tous les utilisateurs de TikTok recevaient une notif. Et c'est ça qui m'a donné quand même le début de la visibilité sur la plateforme. Et donc là, ça explose en termes d'abonnés. Oui, je passe. En septembre 2020, je suis à quelque chose comme 100 000 abonnés. Et c'est là que les éditions First me contactent. J'ai pas encore YouTube, j'ai pas encore Instagram. Et me disent... me propose un livre
Parce qu'il y a aussi cette mode à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, de proposer des livres à des influenceurs. Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que je fasse un livre écrit en 2-3 mois, en se disant, allez, je fais un petit livre vite fait. Et en fait, ils sont tombés sur le mauvais client parce que je suis ultra rigoureux et j'ai sauté sur l'occasion pour faire, franchement, le livre, je pense, de mes rêves. C'est-à-dire que j'ai jamais imaginé faire ça de ma vie. Tu veux encore me le reprendre? Non, je ne vais pas te le reprendre. Mais avec le recul, en première ou deuxième ou troisième année d'histoire, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça entre les mains, vraiment. Mais c'est pour un public de 14-99 ans et c'est pensé à la fois pour des gens qui n'ont pas trop de repères en histoire. Et il y a aussi des gens qui s'y connaissent vachement parce que les 12 individus qui sont dedans, ils ne les connaissent pas. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Yann Bouvier pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Quels en sont les avantages spécifiques justement de la réalité virtuelle pour apprendre les langues? Qu'est-ce qui fait que pour vos apprenants c'est différent par rapport à des méthodes plus traditionnelles? Il y a plusieurs avantages. Déjà pour commencer, quand on est dans une situation immersive, on utilise les éléments autour de nous comme éléments d'ancrage mémoriel. Donc on se souvient plus facilement de la situation et des mots qu'il faut associer à la situation. Puis il y a aussi un taux de rétention prolongé. Juste pour donner quelques chiffres, 6 mois après avoir utilisé un module en e-learning, on se souvient d'environ 30% du contenu. Quand on est en réalité virtuelle, on est tellement stimulé d'un point de vue de mémoire auditive, kinesthésique et visuelle qu'on se souvient jusqu'à 70% du contenu qu'on a appris. Donc c'est plus efficace pour l'apprenant, c'est un gain de temps dans le processus d'apprentissage et ça permet aussi d'ajouter justement le côté ludique qui est aujourd'hui je porte le casque, où vais-je aller? Ce plan de la cité phocéenne concernant l'éducation, c'est un plan d'exception. Absolument, c'est un plan qui est pharaonique. On a trouvé un état catastrophique dans beaucoup d'écoles à Marseille. Et donc là, en fait, le plan école consiste à rattraper ce retard et même à avoir de l'ambition sur les 470 écoles. Et on en est où justement en termes de réhabilitation, de rénovation sur ces 470 écoles? J'imagine que votre été a été pour le moins studieux, parce que c'est quand même la période où on rénove. Studieux, absolument. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a le plan école, il est en 2 parties. Il y a une partie qui a été co-construite avec l'État. Donc Emmanuel Macron et le maire de Marseille se sont mis d'accord pour la rénovation de 188 écoles, avec des travaux très lourds. Et pour les 300 autres écoles, on a un peu le musée des horreurs qui est en train de passer devant pour les spectateurs. Et en parallèle de ça, il y a le plan école 100% ville pour les 300 autres écoles où nous investissons également, nous, cette fois-ci 100% ville de Marseille, grandement. Donc le plan, il a démarré déjà depuis plus de 2 ans. Et cet été, on a fait énormément de travaux. Il y a eu plus de 30 millions de travaux qui ont été réalisés cet été. Ça n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent. Donc ce sont des travaux de remise à niveau ou de confort thermique. Et globalement, l'objectif, c'est vraiment de rattraper le retard qui a été fait sur le bâti scolaire et pour faire en sorte que maintenant, on ne parle plus de la honte de la République à Marseille, comme avaient titré vos confrères de Libération en 2016, mais qu'au contraire, les écoles de Marseille puissent devenir la fierté de la République. Ce sens critique qu'il faut activer, et c'est là où ça fait lien avec l'autre fonction que je n'ai pas rappelée, qui est directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme, c'est que c'est le meilleur antidote. Oui, je pense, quoi. Si on veut parler, évidemment, alors... Quand on est plongé, comme on est à l'Observatoire du conspirationnisme tous les jours, sur ces tweets, sur des tweets haineux, évidemment, sur des tweets antisémites, sur des tweets... en fait, il y a... en tout cas, nous, ce qu'on a trouvé avec Rudi Reichstadt comme solution, c'est en fait de les décrypter et tout simplement de proposer aux lecteurs qui sont-ils, c'est quoi cette plateforme, d'où vient-elle, qui l'anime, etc. Et on pense que oui, d'une façon vraiment, j'allais dire presque neutre, entre guillemets, journalistique, avec des sources, et on pense que oui, c'est la meilleure solution, bien sûr.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre. Merci Loïc pour vos chroniques, vos lumières et pour nous alerter justement sur les dangers toujours des réseaux sociaux. Donc faites attention, hein, parlez-en avec vos enfants et votre entourage. J'aimerais remercier tout particulièrement la rédaction aujourd'hui, Laura Girard et Emma Ferré. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Canal 217 sur les box Orange, canal 247 sur les Freebox et toujours schooltv.com bien sûr pour pouvoir voir et revoir toutes les émissions. Bonne soirée à tous. Ciao.